Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Nous allons vous parler dans cette émission de consommation, plus précisément de nouvelles tendances de consommation. Un chiffre pour commencer. Selon une étude récente, 82% des Africains sont d'accord avec l'affirmation suivante. Chaque année, je veux acheter plus de produits, selon une étude du cabinet Boston Consulting Group. Consommer, oui, mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Tel pourrait être le credo des consommateurs que nous allons découvrir ce soir. Au sommaire, enquête sur les astuces pour consommer malin et moins cher en Côte d'Ivoire. Offres promotionnelles, marché de l'occasion, achats groupés. Il existe des moyens, vous allez le voir, pour consommer sans se ruiner. Des techniques très utiles pour faire face à la hausse des prix. Puis nous irons à la rencontre de consommateurs pas comme les autres, des consommateurs responsables qui n'hésitent pas à délaisser la voiture au profit du vélo, à confectionner leur propre dentifrice ou encore à cuisiner avec des ingrédients que nous jetons en temps normal à la poubelle. Pour la plupart des consommateurs africains, la qualité est un impératif. 88% des Éthiopiens, 85% des Ghanéens et 80% des Sud-Africains et des Nigérians interrogés y sont très attachés. Cependant, au Kenya, au Maroc et en Égypte, l'attachement à la qualité est moindre, 64%, 62% et 57% respectivement. Pour les consommateurs que nous allons vous présenter maintenant, la qualité n'est pas le critère numéro 1. Ce qui les intéresse, ce sont les bonnes affaires, les bons coups. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Consommer malin et moins cher. Un reportage de Sibella Tangba, Gisela Mendonça et Niki Kwame. Quartier des Deux Plateaux à Abidjan. Nathanaël, 23 ans, conseiller en assurance, scrute les différents rayons. Il est à la recherche de prix bas. Alors, je note tout ça. Avec son téléphone, il note la moindre promotion en vue de futurs achats. Ce que je cherche en ce moment, c'est des bons plans. Tant qu'on peut payer moins cher, pourquoi ne pas en profiter? Il s'attarde surtout sur les produits qui lui permettent de cumuler des points de fidélité sur sa carte en vue de récompenses ou de réductions. À chaque fois que je paye, ces points-là sont crédités sur mon compte fidélité. Sans point de fidélité, pas d'achat. Un style de vie pour payer moins cher. Ah, super! Des astuces qu'il n'hésite pas à partager. Alors, une autre astuce pour pouvoir payer moins cher, surtout en ce qui concerne les packs d'eau, on va dire tout ce qui est liquide, il faudrait payer par pack. Du bon sens en magasin, mais aussi en ligne. Là encore, Nathanaël cherche des bons plans, à savoir des codes promotionnels, comme pour cette commande de livres qu'il est sur le point d'effectuer. Alors avec le code promo ELO21, j'ai droit à la gratuité des frais de port sur toute la boutique. Peu importe ce que je commande, pour un livre qui devrait coûter en moyenne 9 ou 10 000 francs. Donc il coûte aujourd'hui, avec le code promo que j'ai, il coûte environ 7 000. Il n'y a pas que les codes ou offres promotionnelles pour faire de bons plans. Marché de l'occasion pour des produits tels que des vêtements ou des meubles. Achats groupés dans la grande distribution, de nouvelles façons de consommer se développent. Et pour encadrer la hausse des prix, un conseil national a même été créé. Ces équipes n'hésitent pas à aller sur le terrain pour vérifier les produits et les prix affichés par les commerçants. Car aujourd'hui, consommer mieux et moins cher est devenu un véritable enjeu en Côte d'Ivoire. À Koumassi, au sud d'Abidjan, la musique bat son plein. Nous ne sommes pas dans une discothèque, mais dans un showroom, pas comme les autres. Dépêchez-vous de partager le direct, les filles, parce que ça va chauffer par ici. La robe, elle est trop magnifique. Ça, c'est robe de boulot. Tu me prends ça. La robe bavade. La robe te donnera un genre. Ça, tu me mets des escarpins noirs en daim. Très jolie. Taille 18. Tu me prends ça. Au suivant. Cette vendeuse hors pair, c'est Estelle Koudou, la patronne des lieux. Elle a ouvert ce showroom il y a 4 ans. Elle vend ici des vêtements d'occasion qui viennent tout droit de Londres et qui s'arrachent comme des petits pains auprès de la gente féminine. C'est des filles des séries des premiers choix qui viennent de Londres. Donc là, on a reçu un arrivage, au moins 3 ou 4 barriques. Donc tout doit disparaître. Ce qu'elle appelle premier choix,
Ce sont des vêtements solides, modernes et très peu portés. Les fins de série sont plutôt des habits neufs en déstockage, sortis de magasins d'Europe, proposés à petit prix. La qualité est bonne et puis le prix est vraiment génial. Ici, les prix, c'est à partir de 3 000 jusqu'à 10 000 francs. Donc les filles préfèrent moins cher, venir ici, se relooker tranquillement. Sa marchandise, la vendeuse l'achète sous forme de barriques de 250 litres, contenant chacune plusieurs centaines de vêtements. En période de forte demande, la commerçante peut en vendre une cinquantaine par jour, avec un prix moyen de 5 000 francs CFA l'unité, soit un revenu journalier de 250 000 francs CFA. L'entrepreneur espère d'ici quelques semaines écouler son stock de 500 robes. Pour ce faire, elle compte sur Internet, là où elle réalise le pic de ses ventes. Des clientes de plus en plus connectées à ses directs où elle fait le show. On peut pas la laisser. La robe de David à vendre. Une robe de taille M. Très belle robe. Donc taille S. Taille S grand, M petit. Regardez les détails de la robe. Regardez. Prête à tout pour brader le maximum d'articles. Si on veut faire plus cher, ça va rester. Si on veut faire les prix de boutique, ça va rester. Ici, par exemple, cette robe-là, je l'ai eue à 6 000 francs. Je vais la vendre à 8 000 francs. J'ai 2 000 francs dessus. Le stock que j'ai reçu actuellement, c'est un stock de 5 à 6 millions que j'ai reçu. Donc là, c'est la fin du mois. Il faut vraiment que tout ça parte, quoi. Ce jour-là, Estelle part elle-même livrer l'une de ses inconditionnelles. Coût de l'article, 50 000 francs CFA. Pour la cliente, c'est un bon plan. J'achète ce type de vêtements déjà parce que c'est tendance. Très souvent, les vêtements sont propres, sont nickel en fait. Bon, j'ai pas de problème. Pour payer moins cher, le marché de l'occasion semble un bon filon. C'est vrai dans le textile, mais aussi dans l'ameublement. Quartier de la Riviera à Cocody. Le meuble, là, il est à combien? Ce salon, il est à 480, table centrale incluse. Oui. Audrey Diane a ouvert il y a 5 ans cette brocante qu'elle a appelée Chic Bazar. On y trouve toutes sortes d'objets, dont la plupart sont d'occasion. Mais là, c'est pas neuf. Hein. Non, c'est en état tip-top. Donc, on pense que c'est neuf, mais c'est en état tip-top. En tout cas, ça a l'air vraiment neuf. Voilà, c'est le type occasion, en fait. Des articles présentent quelquefois de petits défauts. C'est une brocante. Donc, dans une brocante, on ne s'attend pas à trouver des articles qui sont en état tip-top d'une enseigne, en fait. Mais il faut toujours, par honnêteté, préciser quels sont les défauts. Et quand le client il est d'accord, c'est top, quoi. Voilà, tu vois, il y a quelques... Ce meuble chaussure est vendu à 40 000 francs CFA, soit 3 fois moins cher que son prix neuf. Ce meuble vient d'un fournisseur, en fait. Ce que j'appelle fournisseur, c'est des particuliers qui soit sont en train de réaménager leur maison, soit en train de quitter la Côte d'Ivoire et puis qui me proposent des articles en vente. Et je sélectionne ceux qui sont véritablement en état top d'utilisation. Grâce à son réseau de fournisseurs constitué d'expats, de nationaux ou de professionnels en déstockage, Audrey ne paye presque rien. C'est du dépôt-vente. Le particulier lui confie sa marchandise en vue de sa mise en vente. Un service rémunéré par une commission allant de 15 à 20% du prix de vente. Autrefois réservé à une niche de personnes à revenus modestes, il existe aujourd'hui une vraie demande sur le marché ivoirien pour les articles d'occasion. Dans cette brocante, une dizaine de clients par jour, des consommateurs à la recherche de coups de cœur, comme cette cliente résidente aux États-Unis. Les éléphants, c'était vraiment l'objet idéal à avoir quand on est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'acheter en brocante vous permet d'avoir des articles de qualité à des prix défiant toute concurrence. Protéger le pouvoir d'achat, mais aussi de recycler, de redonner vie à des articles qui auraient été perdus. 30 000 francs CFA, un prix attractif pour un tableau qui aurait coûté 90 000 francs CFA dans un magasin neuf. Depuis 5 ans, celle qu'on surnomme la reine du petit budget réussit ainsi à fidéliser sa clientèle, la classe moyenne. Dans notre business, en tout cas à mon niveau, le but n'est pas forcément de s'enrichir, comme on va dire. Voilà, c'était pas ça le but. Le but, c'était de répondre à un besoin.
Et donc, quand on répond à des besoins, si en plus, à partir de là, on peut mettre du beurre dans nos épinards, c'est tant mieux, quoi. Ok, je file. La brocante, un secteur en plein essor, mais une offre pas toujours disponible. Beaucoup ont dû fermer boutique. Audrey est aujourd'hui l'une des seules Ivoiriennes à tenir la route sur ce segment. Il n'y a pas que le marché de l'occasion qui permet de consommer moins cher. Des astuces existent aussi sur les produits de première main, mais il faut savoir jouer collectif. Je fais mes achats avec ma copine qui est là. Et donc, depuis plus de 5 ans, nous faisons nos achats groupés. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater dans le chariot, on achète plusieurs choses ensemble et on se partage. Ces deux copines ont prévu un budget d'environ 50 000 francs CFA pour l'ensemble de leurs courses. Un montant suffisant pour faire de bonnes affaires. Par exemple, celui-là, nous avons eu à 2000 francs. Pourtant, dans des petites surfaces à l'unité, vous l'avez à 500 francs. Donc, du coup, on a un bénéfice de 500 francs sur un paquet. Et là, c'est vraiment une aubaine pour nous. Faire des achats groupés est devenu une routine, un choix stratégique pour ces deux femmes. Ah ouais. Et là, on vient de constater que nous avons ici 24 boîtes à 10 000 francs. Et honnêtement, chez le boutiquier du quartier, ce n'est pas le même prix. Donc là, on saute immédiatement sur l'opportunité, même si ça ne faisait pas partie de notre budget. Saisir les bonnes occasions et au final, payer moins cher. Nous sommes venus avec 50 000 francs. Mais là, on va repartir avec la monnaie parce que nous sommes autour, avec tout ce que vous voyez là, autour de 38 000 par là. Donc c'est carrément bénéfique. Les achats groupés, vraiment l'idée du siècle. Vraiment. Les achats groupés peuvent également se faire en ligne. Un marché qui concerne aussi les entreprises au volume d'achat plus important. Avec à la clé, très souvent, des remises. Une pratique attractive, mais encore peu développée en Côte d'Ivoire. C'est une pratique qui est en train de se faire connaître sur le marché. Il y a des personnes effectivement qui se connaissent et qui peuvent venir à deux, qu'on appelle généralement asso, pour dire simplement que c'est une association de personnes qui viennent ensemble pour pouvoir faire des achats, pour ne pas dépenser énormément. Dépenser moins, acheter malin, une tendance, une obligation même pour de nombreux Ivoiriens, dans un contexte global de hausse des prix. Des prix regardés de très près par le gouvernement ivoirien. Trècheville. Cette enseigne propose des produits frais. Ce matin, elle reçoit une visite inopinée. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez la visite du ministère du Commerce, la direction régionale d'Abidjan Sud 1. Je suis l'inspecteur Kouman, je suis accompagné de l'inspecteur Monsan. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'un contrôle. Donc voici notre ordre de mission. Ces agents assermentés sont en mission. Leur rôle, lutter contre la vie chère, mais pas seulement. Nous sommes là pour constater l'affichage des prix. Et donc ce que nous appelons dans notre jargon la publicité des prix. Et secondairement, il y aura aussi à vérifier la qualité des produits. On parle de qualité en parlant des dates de péremption, on parle de qualité en parlant de la fraîcheur des produits, puisque l'aspect visuel aussi, l'aspect texture nous intéresse. Voilà. Tous les rayons sont passés au peigne fin. Il faut vérifier dans les moindres détails la texture des produits et leur qualité. Et même parfois, connaître leur composition, comme ici pour ces jus de fruits. Prochainement, vous prenez le soin de mentionner sur l'étiquetage les ingrédients qui rentrent dans la composition du produit. Vérifier que les prix sont correctement affichés, voici un autre enjeu majeur pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Un enjeu pour lequel les inspecteurs veillent au grain. On n'impose pas des prix aux opérateurs économiques, seulement qu'on leur demande de les afficher, c'est tout. Et on constate depuis notre inspection que les prix sont vraiment affichés et les produits sont vraiment bien adressés. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on voit un produit, le prix, en tout cas correspondant, est juste en dessous. Des prix affichés et des denrées vendues au kilogramme. L'enseigne semble irréprochable. Et pourtant, dans ce rayon de produits frais, un bémol apparaît sur le prix de la viande. C'est passé à la télé, c'est passé dans les médias.
le prix du ciment, le prix de la viande et le prix du pain ont connu ce qu'on appelle un plafonnement. Voilà. Donc, il y a des prix qui ne doivent pas être dépassés. La viande sans os devrait être vendue à 2800 et la viande avec os vendue à 2600. Bon, ici, nous constatons que les prix sont en tout cas à la hausse. Une augmentation que la gérante tente de justifier. Les prix ne sont pas fixes, les prix peuvent changer du jour au lendemain. Quand le prix baisse sur le marché, nous on est obligé de baisser également. Quand le prix est élevé, on est obligé, donc c'est en fonction du prix d'achat et tout. Si la répression peut aller jusqu'à la saisie de la marchandise ou le paiement d'une amende, l'enseigne ce jour-là s'en sort plutôt bien avec un simple rappel à l'ordre. Mais il lui faudra, séance tenante, afficher le prix plafonné de la viande. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Kehen, responsable de Chic Bazar, Franck Moreau, vice-président chargé des sections à l'Union fédérale des consommateurs et Mamadou Diakité, directeur du magasin Carrefour Yopougon. Bonsoir, madame, messieurs, et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Alors, on parlait tout de suite d'achat d'occasion, d'achat groupé, de code promotionnel. Peut-on dire, et la question s'adresse à vous, qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles façons de consommer qui se développent en Côte d'Ivoire? Mamadou Diakité. Visiblement, quand on regarde le reportage, effectivement, il y a de nouvelles méthodes qui se développent en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne Carrefour et CFA Retail, nous développons 3 formats pour répondre à ce besoin de consommation-là, des centres commerciaux Place, des magasins Carrefour, Hyper et Market et une chaîne de magasins Supeco pour la proximité dans les quartiers. Alors, vous avez une façon de répondre donc, aux différents besoins pour adapter les différents modes de consommation des Ivoiriens qui changent. Exactement. Voilà. Alors, Audrey, et vous, est-ce que vous constatez qu'il y a vraiment du nouveau dans la façon de consommer des Ivoiriens? Oui, il y a véritablement du nouveau. Mais ça vient beaucoup plus de ceux qui viennent de l'étranger, qui sont là, des Ivoiriens de l'étranger, et qui ont des nouvelles habitudes. Donc, on a de nouvelles habitudes qui entraînent, on va dire pour nous, de la consommation au niveau de notre secteur. Alors, j'ai une question pour vous, Franck Moreau, oui. Vous qui défendez les intérêts des consommateurs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le consommateur ivoirien est à l'affût des meilleurs prix? Être à l'affût des meilleurs prix, c'est pratiquement le combat que nous menons. Parce que nous souhaitons vivement que les consommateurs puissent avoir des produits de bonne qualité à de moindres coûts. Donc être à l'affût des meilleurs prix, c'est tout ce que nous espérons et c'est le combat idéal que nous menons au quotidien. On se rend compte qu'on a un marché de l'occasion qui est en plein essor, vêtements, j'ai failli dire meubles, électroménager aussi, je reste avec vous. Qu'est-ce qui pousse les Ivoiriens à procéder à des achats d'occasion? Je vais dire c'est surtout au niveau de leur pouvoir d'achat. Tout dépend de son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on a un vrai problème au niveau de la cherté des différents prix. Et il faudrait bien trouver une solution pour pouvoir emménager à moins de coûts, pour pouvoir s'habiller à moins de coûts. Et nous, on se met à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que chez vous, vous voyez seulement des personnes qui viennent, qui ont des revenus modestes, ou alors des personnes qui gagnent bien leur vie quand même, qui viennent... Alors, c'est qui votre cible, finalement? Ma cible, c'est tout le monde, mais franchement, surtout l'Ivoirien moyen. Ouais. Ma cible, c'est l'Ivoirien qui a 200 000 francs et qui voudrait emménager sa maison et donc il faudrait lui faire des moratoires. C'est lui ma cible. C'est la niche, je pense, qui est la plus intéressante. On a vu cette dame qui vend des vêtements, 250 litres de vêtements, donc elle achète comme ça sous forme de barrique, et elle peut gagner jusqu'à 250 000 francs par jour. C'est un gros business quand même. Oui, quand même. Et chez vous, alors comment vous en sortez? Ça va, on va dire que ça va, on réussit à tenir les affaires. Au début, c'était compliqué, mais maintenant, ça commence à rentrer véritablement dans les habitudes des gens. Et puis, il y a certains qui étaient réfractaires à tout ce qui était occasion, par exemple, qui commencent maintenant à comprendre le pourquoi et ça va. Alors vous, dans votre cas, est-ce qu'il y a une traçabilité de vos produits? Je sais qui a vendu, voilà, et à qui j'ai vendu, et puis voilà, c'est surtout ça. Est-ce que occasion rime aussi parfois avec qualité? Occasion doit rimer
avec qualité, normalement. Maintenant, on se retrouve quelquefois avec de l'occasion, mais qui n'est pas de l'occasion, qui est plutôt des déchets. Dans ce genre de situation, en tant que commerçant, l'idéal, c'est de dire ça passe pas, ça passe. Il faut justement pouvoir vendre ce qu'on pourrait acheter. Moi, c'est comme ça que je travaille. En fait. Alors, est-ce que vous considérez, Diakité, le marché de l'occasion comme étant un concurrent à votre activité? Non, ce n'est pas un marché sur lequel nous on se positionne. Pourtant, il y a aussi de l'électroménager d'occasion. Oui, mais pas sur le marché sur lequel nous on se positionne. Okay. Parce que le marché il est assez vaste en Côte d'Ivoire. Nous nous positionnons sur une gamme de produits large et variés, avec beaucoup d'exigences qualité auprès du consommateur ivoirien qui de plus en plus devient exigeant sur ces produits d'achat. Alors, comment est-ce que vous, en tant que distributeur, vous vous arrangez pour pouvoir ramener ces extrêmes-là de sorte qu'on puisse acheter moins cher et de qualité? C'est quoi vos stratégies? C'est toute la beauté de notre métier. C'est de pouvoir sourcer le bon fournisseur au bon prix d'achat afin d'être compétitif sur le marché. Pour ce qui concerne les produits frais, nous développons des partenariats avec des fournisseurs locaux qui sont des fournisseurs producteurs qui permettent de créer donc un circuit court afin de nous retrouver les produits de Carrefour au prix du marché traditionnel. Oui, alors vous avez comme des produits importés. Donc qui dit importé dit qu'il y a toute la chaîne logistique qui grève également les coûts. Aujourd'hui, sur la situation de la crise internationale suite à la pandémie du Covid, les coûts de fret ont augmenté. C'est international, sur ça on n'y peut rien. Mais nous nous efforçons quand même d'avoir des prix étudiés pour ne pas que le consommateur soit celui qui paye forcément à la fin. Donc bien sûr que les coûts vont quand même varier en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, mais il reste que nous restons compétitifs. Il faut le noter que 70% des achats chez Carrefour sont locaux. Ce qui voudrait dire que 2/3 de notre business se fait avec des producteurs locaux. Nous sommes un acteur de l'économie locale. Ça, c'est important de le préciser. Pour ce qu'on ne trouve pas localement, dont nous sommes obligés d'importer, on aimerait tout trouver localement. Nous importons beaucoup de produits frais, du surgelé frites. Nous importons aussi des produits frais comme le fromage, la charcuterie. Il y a des acteurs locaux qui le font, mais qui ne développent pas toutes les gammes dont les consommateurs ont envie. N'oublions pas que nous nous adressons à une classe moyenne qui elle-même a des standards internationaux qu'elle recherche. Alors parlons des distributeurs. Est-ce qu'à votre avis, ils font suffisamment d'efforts pour faciliter le coût, le meilleur rapport qualité-prix, l'accessibilité? Est-ce qu'ils font suffisamment pour satisfaire les attentes des consommateurs? Il est quand même très important de le signifier pour que chacun sache que quand il s'agit d'aller payer, ce sont les commerçants qui sont libres de fixer les prix. Sauf qu'il y a certains produits tels que le pain, gaz butane, carburant, eau, électricité, les fournitures scolaires qui sont fixées par le gouvernement. Donc ce que nous observons aujourd'hui, quand nous faisons un peu le tour des supermarchés, de part et d'autre, nous nous rendons compte que les prix varient. Parce que ce que l'un vend à 1000 francs, l'autre peut vendre à 850, mais sauf qu'il rattrape ça sur un autre produit de manière stratégique. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que les consommateurs eux-mêmes doivent être beaucoup attentifs, observer et puis sonder plusieurs magasins afin de faire un choix judicieux. Alors, on a vu aussi le Conseil national de la lutte contre la vie chère, qui va sur le terrain, on l'a vu dans le reportage, qui enquête sur les prix, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on en sent l'impact? Ça fait deux questions. Nous, en tant qu'association de consommateurs, ce sont des choses que nous avons espérées. Comme tout à l'heure, je le disais, notre rôle, c'est d'interpeller. Nous n'avons pas de moyens de pression. Nous nous interpellons. À des périodes précises de l'année, à des situations délicates, le gouvernement peut décider de plafonner certains prix. Les commerçants sont tenus de respecter. Mais il se trouve qu'il y a des commerçants véreux qui vont au-delà de ce que le gouvernement a fixé. D'où l'importance d'aller sur le terrain pour surveiller. Est-ce que vous recevez justement la visite des membres du Conseil Oui, bien sûr, bien sûr. On est dans la conformité vis-à-vis des réglementations locales et on a des process internes éprouvés qui nous permettent de nous assurer de la traçabilité de produits, du respect du prix, ainsi de suite. Donc, pour Carrefour, il n'y a pas de problème. C'est plutôt bienvenu, ce genre de contrôle-là. Ça permet aux consommateurs d'être rassurés déjà sur ce qu'on fait à l'intérieur de nos magasins. Et en plus, ça permet à l'État de s'assurer que tous les produits de première nécessité avec des prix homologués sont respectés sur le terrain. Est-ce que les prix concrètement sur le marché, Audrey, ont augmenté?
Je dirais que depuis la pandémie, les prix ont augmenté, ça c'est clair. Dans notre secteur, c'est encore plus compliqué parce qu'au niveau même de la taxation douanière, il y a eu des effets sur les prix. Donc ça fait que des articles qu'on achetait normalement à 20 000, on se les retrouve à 30 000. Et ça je peux comprendre parce que je suis du secteur, mais le consommateur, il ne comprendrait pas. Alors, concrètement, il y a aussi la question des promotions. Est-ce qu'il vous arrive chez vous de faire des promotions chez Carrefour? Bien sûr, nous avons une politique de promotion. De promotion, attendez. Et vous faites des promotions souvent? Oui, quelquefois. Comment ça se passe, les promotions? Sur quelle base? Parce que si le produit coûte 2000, maintenant je peux l'acheter à 1500, où sont passés les 500 francs que vous perdez? Il y a une mécanique derrière la promotion, et il y a plusieurs même mécanismes. Ça dépend du mécanisme qu'on a envie d'activer. Il peut y avoir une baisse de prix, il peut y avoir une offre de gratuité. Il y a des promotions qui sont faites très souvent en partenariat avec l'industriel, avec le propriétaire de la marque. Donc, ce n'est pas de façon unilatérale que nous décidons de casser la chaîne des prix. Nous, notre but, c'est de savoir est-ce qu'en faisant ça, vous allez survivre. Nous, on est juste inquiets. Voilà. Absolument. Le but, c'est pas de dire qu'il faut gagner à tout prix. À tout prix, ça voudrait dire qu'il y a forcément certaines personnes qui vont en souffrir. C'est quel est le meilleur prix que nous sommes capables d'apporter aux besoins du consommateur. Alors, lui, il dit que dans tous les cas, ils ne perdent pas. Mais parfois, on voit des promotions à moins 70%. On se demande, mais en fait, c'était quoi donc la vraie valeur du produit? C'est pourquoi on demande toujours au consommateur d'être actif. Il est bon pour toi de connaître le prix d'abord du produit. Parce que pour que tu puisses savoir s'il y a une promotion ou pas, il faut qu'initialement, tu sois informé du prix du produit. Si ce produit est à 2000 francs, que tu constates que le même produit n'a pas changé de valeur, que c'est à 1500 ou à 1000 francs, automatiquement, tu comprends que la promotion est en cours. Mais tu ne connais pas le prix du produit. Il le vend peut-être à 5 000, il vient, il met 70%, 5 200. Tu ne sais pas. Okay. Tu vois que tu perds. Bon, alors, donc, je pense que la discussion doit se poursuivre avec vos partenaires qui sont les acteurs de la grande distribution. Et je vais me tourner vers vous, Mamadou Diakité. Quelles sont les dispositions que vous prenez, justement, vous, les acteurs de la grande distribution, pour réduire le gaspillage, déjà? Et puis, toutefois, en général, pour être plus responsable en ce qui concerne les emballages notamment. En ce qui concerne les emballages, il faut dire que Carrefour a une politique très claire. C'est que, déjà en amont, nous, le tri des déchets au niveau de nos réserves sont faits dans des bacs différents. Il y a des bacs pour les cartons, il y a des bacs pour les plastiques. Nous travaillons avec des prestataires locaux qui sont outillés, expérimentés dans le ramassage des déchets. Et en matière de gaspillage, on atteint la date de péremption. Certains produits sont encore là. C'est quoi votre politique? Mais si on atteint la date de péremption, il faut comprendre que légalement, on a des contraintes. Sur le territoire national ivoirien, on a des contraintes. Un produit qui atteint sa date de péremption ne peut pas être vendu en surface. On est obligé de le retirer et de passer à la casse. On peut donner une seconde vie au produit, par exemple. Voilà. Pourquoi pas? Oui, mais si je peux intervenir, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons une politique de faire des dons avec la Banque alimentaire avec qui nous sommes en partenariat, qui est une institution de l'État de Côte d'Ivoire, sur des produits abîmés, des produits cabossés, abîmés. Au-delà de ça, même, nous faisons, mais encore propres à la consommation, il faut le préciser. Tout à fait. Et au-delà de ça, nous faisons encore d'autres donations. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour un produit qui arrive carrément. à date de péremption, c'est de ça que je parlais, on ne peut pas se permettre de le mettre à la consommation à un client ou à tout consommateur. Ce ne serait même pas le respecter. Est-ce que vous aussi, vous avez cette optique éco-responsable, vous aussi, Audrey Kay, de la responsabilité en matière d'environnement? Je pense que notre secteur, en fait, est lié, est né de cela, est né du fait de ne pas gaspiller, du fait de ne pas jeter ce qui est encore utilisable. Donc, tant qu'un article peut être utilisé, on l'utilise. Et puis après, on peut le transformer. Alors, on parle de consommation ce soir. Eh bien, je vous propose de découvrir maintenant des consommateurs hors du commun. Ce ne sont pas tellement les prix bas ou les bonnes affaires qui les font vibrer, mais plutôt la défense de la planète. On les appelle les consommateurs responsables ou consommateurs verts. Des consommateurs très engagés qui parviennent en plus à faire des économies dans la vie des consommateurs responsables. Un reportage signé Yao Sansan, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Envisageriez-vous, si vous avez une voiture, d'abandonner son confort pour faire vos courses à vélo? Avez-vous déjà pensé à confectionner vous-même votre dentifrice depuis votre domicile plutôt que d'en acheter dans les grandes surfaces?
Ou encore, avez-vous déjà songé à préparer vos repas à partir d'ingrédients que vous mettez d'habitude à la poubelle, comme les peaux de bananes douces? Si tout cela peut vous sembler fou, sachez-le, pour certains, c'est bien réel. Il s'agit même de pratiques quotidiennes pour les consommateurs que nous avons dénichées pour vous. Des perles rares en Côte d'Ivoire qui font le choix de consommer différemment. Leur objectif, contribuer à leur petit niveau à lutter contre la pollution de l'air, l'impact des déchets plastiques ou encore le gaspillage alimentaire. Des consommateurs pas comme les autres qui en plus font des économies. Bienvenue dans le monde des précurseurs de la consommation responsable en Côte d'Ivoire. Vous l'avez sûrement déjà croisé quelque part, Andy Costa. Cet homme de médias se fait appeler l'ambassadeur du vélo en Afrique. Ce jour-là, dans le quartier de Bingerville où il réside, il commence sa journée. En voiture, mais jamais loin de ses vélos, pour lutter contre la pollution atmosphérique. La pollution de l'air a un impact aussi sur notre environnement, et aussi notre santé. Donc pour cela, il faut aussi avoir une attitude écologique en essayant de réduire chaque jour son impact. C'est ce que je fais. J'ai mon vélo accroché à ma voiture. Ça s'appelle l'éco-conduite. Quand j'arrive au plateau, je fais le reste de mes courses à vélo. Ça me permet de réduire mon taux de consommation de 40%. C'est écologique, c'est éco-friendly. 40% de consommation d'essence en moins grâce au vélo. C'est la pierre à l'édifice apportée par Andy Costa pour lutter contre la pollution de l'air. Un choix de mobilité propre pour faire face à un fléau qui tue près de 7 millions de personnes chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Problème, le vélo n'est pas accessible à tous. Son prix reste élevé en Côte d'Ivoire. Celui d'Andy coûte 500 000 francs CFA. Le prix du vélo est un frein à la démocratisation de l'usage du vélo en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'est pas facile d'accès. La preuve, un vélo recyclé en moyenne à Djamé coûte au moins entre 70 000 et 100 000. Voilà, tout le monde ne peut pas acheter un vélo. Donc on demande à l'État de réduire la taxe liée au vélo. En effet, en Côte d'Ivoire, les vélos importés sont taxés comme les véhicules, à 44% de leur valeur. Andy Costa souhaite que l'État baisse cette taxe pour que plus d'Ivoiriens se mettent au vélo. Un défi colossal, car dans les rues du plateau, il est aujourd'hui le seul à se déplacer à vélo entre les voitures. Ce qui ressemble parfois à un numéro d'équilibriste. Vous voyez, il n'y a pas de bande cyclable. La difficulté, l'indulgence des automobilistes, l'incivisme de d'autres. Voilà, c'est pas facile de démocratiser l'usage du vélo en Côte d'Ivoire. Malgré ces contraintes, Andy Costa en est persuadé. Le vélo présente de nombreux atouts. Bon pour le corps, pour la planète, mais aussi pratique au quotidien. C'est un bonus à 100% parce que l'OMS recommande une activité physique régulière chaque jour, au moins 30 minutes de sport par jour. Donc en alliant ma mobilité au vélo, je réponds à cette problématique. Même pour garer, voilà, on a un parking éphémère. Donc là, je vais garer mon vélo vite fait, en sécurité devant la librairie de France. Je fais une course vite fait. On a un gain énorme. Parce qu'en voiture, 1, tu vas d'abord sélectionner le parking. 2, est-ce qu'il y a un espace à garer? Donc le temps que tu perds à vélo, c'est à moins de 5 minutes, quoi. Voilà. Andy Costa rêve de voir toute une rue exclusivement dédiée au vélo dans le quartier des affaires du plateau. Mais pour concrétiser ses ambitions, il faut convaincre les autorités, certes, mais surtout ses concitoyens. Université de Cocody. Comme il en fait souvent, Andy Costa anime ce jour-là une conférence. Une cinquantaine d'étudiants ont répondu présents. Je suis engagé comme militant écologiste depuis 11 ans. Et dans mes débuts, comme tout début, c'était difficile parce que personne ne croyait à part moi. Et je suis resté focus. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience avec vous. Une seule personne à vélo, ça ne peut pas suffire à sauver la planète. Mais il va falloir qu'on commence. Donc nous, on a commencé et nous allons redonner le blason ou cette initiative
à la génération future. D'où notre présence aujourd'hui à l'université, parce que selon moi, c'est eux les futurs leaders du climat. Ces actions de sensibilisation commencent à donner des résultats. Elles ont réussi, selon Di Costa, à casser certains stéréotypes sur le vélo en Afrique. Encore trop souvent perçu comme un mode de transport réservé aux personnes à faible revenu. Si ce militant à 2 roues cherche à réduire la pollution de l'air, d'autres consommateurs font le choix de réduire leurs déchets plastiques. Bienvenue au domicile de Carole, dans le quartier de Cocody. Dans son placard de cuisine, une petite caverne d'Ali Baba, avec des produits qui pourraient la faire passer pour une chimiste. Pourtant, Carole n'est pas chimiste, mais responsable marketing. Sa particularité, elle fabrique elle-même tous ses produits d'entretien. Tout est parti d'un déclic. L'idée me vient quand je tombe enceinte l'année dernière. On part à la plage, et à Bassam, et là, plein de plastique partout, des déchets. Je ne pouvais pas nager, en fait, je ne pouvais même pas marcher parce qu'il n'y avait pas de personnes qui pratiquaient la plage à cette période-là, puisqu'il y avait Covid. Et quand ça réouvrait, donc tu vois un peu les dégâts de l'être humain sur la nature. Et là, dans la voiture, je réfléchis, puis je rentre à la maison, et là, je dis, bon, il faut que moi aussi, à ma petite échelle, je contribue à quelque chose. Et puis après, j'inculque une valeur saine pour la planète. Elle décide du jour au lendemain de ne plus acheter de produits d'entretien en magasin et commence à se documenter pour les fabriquer ici, dans sa cuisine. Du made in chez moi, comme cette pâte qu'elle prépare. Il s'agit en fait de son dentifrice. Je suis en train de faire mon propre dentifrice, donc le dentifrice maison qu'on utilise maintenant depuis 1 an, comme j'ai dit tantôt. Et donc il est fait à base d'argile blanche, de clous de girofle, l'huile de coco qu'on trouve dans tout le commerce à Abidjan, et puis l'hydrolat de menthe. Et j'ai ajouté de la menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc chaque produit en fait est très important. Par exemple, le clou de girofle qui a des vertus antiseptiques en fait. Il faut 10 minutes à Carole pour réaliser ce dentifrice. Un mélange qui lui servira pendant 1 mois. Si sa technique sur le papier semble pratique, la texture du dentifrice, quant à elle, laisse quelque peu à désirer. Effectivement, à la vue, moi-même, la première fois que j'ai fait, je dis « Aïe, c'est horrible hein. Ça donne du tout pas envie, mais ça a la même odeur que le dentifrice en fait, vendu dans le commerce. Ça a la même odeur, c'est les mêmes vertus. Pour l'avoir utilisé, pour l'utiliser depuis maintenant 1 an, c'est les mêmes vertus, c'est pareil en fait que même dentifrice. C'est juste la texture qui est moche. Il faut d'ailleurs que je trouve un contenant un peu plus mignon pour pouvoir l'utiliser, mais sinon c'est pareil, c'est la même chose. Et tu évites en fait de jeter des plastiques à chaque fin du mois dans la nature quand on sait qu'il n'y a pas de recyclage véritable à Abidjan. Peu importe la texture et le contenant, la démarche de Carole est citoyenne. Elle veut à tout prix réduire ses déchets plastiques. Et pour cause, chaque année, près de 8 millions de tonnes de déchets en plastique sont rejetés dans les océans. Tout ou presque chez Carole est fait maison, comme cette bouteille remplie de peau d'orange et de vinaigre blanc, dont le contenu lui sert de produit nettoyant. Pour faire sa lessive, elle mélange du savon de Marseille sans glycérine avec du percarbonate de soude. Dans ce récipient, l'équivalent de 27 lessives. Un mode de vie atypique, très incompris dans l'entourage de Carole. Quand ils découvrent, ça rigole. Beaucoup de personnes vont rigoler. Ça, c'est un comportement de blanc. Et quand tu prends le temps d'expliquer pour dire, en fait, ok, c'est un comportement de blanc. Il n'y a pas de problème. Assieds-toi et réfléchis juste. Quelle est la quantité de déchets que tu jettes? Ou quand, par exemple, quand tu pars à Bassam ou à Sini, les déchets et tout, ça ne te dérange pas. Et là, tu fais, ouais, en fait, ça me dérange. Mais écoute, c'est à ta propre échelle, en fait, que tu arrives à réduire cette quantité de déchets-là. Et puis, en plus, tu fais des économies. Alors, quand tu dis que tu fais des économies, tout le monde dit, ah bon? Sauver la planète, mais aussi épargner le portefeuille. Carole dépensait en moyenne 100 000 francs CFA par mois en produits d'entretien. Depuis qu'elle a fait le choix de cette consommation responsable, elle dépense à peine 25 000 francs par trimestre. Le prix à payer pour se procurer les composants des produits qu'elle fabrique. Des composants pas toujours faciles à trouver. Cet après-midi,
Carole a rendez-vous dans une boutique située dans le quartier de Zone 4. Une boutique en ligne de produits naturels qui n'accepte pas, normalement, la présence de clients. Mais là encore, Carole a fait preuve d'abnégation. C'est par l'intermédiaire d'une copine, en fait, pour se moquer de moi, qui me dit, bon, toi qui es dans les trucs écolo, verts et tout ça, là, voici une boutique qui va t'intéresser. Je dis, OK. Et donc, je rentre en contact avec la boutique. Je passe ma première commande, ma deuxième commande. Et puis après, je cherche à voir qui est derrière, en fait. Peut-être que la personne connaît exactement, parce que c'est une boutique en ligne. Et donc, peut-être que la personne connaît mieux que moi et que la personne pourra mieux me procurer plus simples conseils. Toujours s'informer, c'est l'obsession de Carole pour dénicher les produits naturels et comprendre leurs vertus. Ce jour-là, elle en achète pour 11 500 francs CFA. Ce n'est vraiment pas facile du tout de trouver ces produits-là, surtout l'acide citrique. J'ai mis 6 mois à découvrir. Du coup, quand j'ai su qu'ils en vendaient ici, tout de suite, j'ai pris une grande quantité pour stocker à la maison. Donc, c'est pas évident. Des boutiques comme ça, à tout casser, il y en a deux boutiques à Abidjan. Pendant que Carole déploie toute son énergie à réduire ses déchets, d'autres acteurs de la consommation responsable s'attaquent à un autre fléau, lui aussi mondial, le gaspillage alimentaire. Séance dégustation dans le quartier de Cocody. Ces petits fours ont à première vue de quoi vous donner envie de succomber. Mais la recette risque de vous surprendre, voire même de vous couper l'appétit. Elle a été conçue quelques heures auparavant ici, par ces femmes, à partir de peaux de bananes douces. Nous sommes dans un atelier de cuisine dénommé Zéro Gâchis. Une initiative de l'entreprise sociale Foodwise, née en 2018 à l'île Maurice. Son principal objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire, un fléau mondial. Un tiers des aliments produits sur la planète sont jetés sans être consommés. Un gaspillage aux conséquences insoupçonnées, parmi lesquelles la hausse du coût des aliments. Quand nous, on gaspille, chacun d'entre nous, quelque chose à la maison quand on n'a pas mangé, ça augmente le prix alimentaire mondial. Et du coup, peut-être pour nous, ça ne va pas faire une grande différence, on est dans la classe moyenne. Mais si on regarde une personne qui va s'acheter la nourriture au quotidien, au jour, comme la tiéco, le riz, des aliments de base, si cet aliment, il augmente, cette personne ne peut plus consommer cet aliment et du coup tombe dans la pauvreté, tombe dans la malnutrition et de la faim. Objectif de cet atelier, apprendre à ces consommatrices à cuisiner sans rien rejeter, ou presque. Les peaux de banane ici sont bouillies, découpées en dés, puis mélangées à d'autres ingrédients pour donner cette recette unique, le châtelet de peau de banane. J'ai appris qu'on ne gâche rien. Tout ce qui est repas, on peut toujours le transformer et manger plus tard. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait utiliser la peau de banane pour faire une petite tarte. En tout cas, c'est très bon. Si le résultat semble séduire les apprenantes, un autre argument vient convaincre les plus sceptiques d'entre elles, les économies. Le deuxième avantage de la cuisine zéro gâchis, c'est les économies d'argent qu'on peut faire. Parce que tout ce qu'on n'a pas mangé et qu'habituellement on jette, on n'a pas besoin de le réacheter. Du coup, il y a des statistiques un peu sur d'autres pays comme les États-Unis où annuellement une famille peut économiser jusqu'à 1 200 000 francs CFA. Et ça concerne uniquement la partie si on a acheté trop d'attiqués, on ne finit pas le plat. Par contre, si en plus on applique la cuisine zéro gâchis, on utilise les fans, les pots, etc., on peut presque doubler ces montants, ça veut dire 2 400 000 francs CFA. Voilà, du coup, c'est un énorme avantage. Malgré tous ces avantages, le zéro gaspillage a encore du chemin à faire dans une société ancrée dans ses habitudes de consommation. Comme pour le vélo, comme pour la fabrication maison de produits ménagers, il va falloir y croire. Il va falloir convertir de nouvelles personnes. Il va falloir oser consommer et vivre différemment. Et pour poursuivre le débat, j'ai le plaisir d'accueillir Rosanne Tanoé. Vous êtes directrice exécutive Côte d'Ivoire chez Moi Je Trie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous avons également le plaisir et l'honneur d'avoir Carole Aurélie Owabayere. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consommatrice et éco-responsable, on vous a vu notamment dans le reportage. Alors, question pour vous, Rosanne, quand on parle de consommateur responsable, qu'est-ce que ce terme signifie pour vous ? C'est changer ses habitudes quotidiennes, c'est consommer moins,
c'est réutilisé, c'est recyclé. Carole Aurélie, on l'a vu, vous fabriquez vos produits ménagers, votre dentifrice, votre savon, vous faites tout ça vous-même. Oui. Il faut étudier la recette, il faut aller faire les achats, il faut faire les compositions. Est-ce que vous le voyez comme un sacerdoce? Au jour d'aujourd'hui, je le vois comme un impératif parce que c'est pour l'héritage qu'on laissera aux générations à venir. Alors, expliquez-nous, parce qu'au-delà de vos proches qui sont très proches de vous, vous pouvez également être un modèle pour plusieurs autres personnes, parce que là, nous sommes ce soir à la télé. Expliquez-nous, est-ce que ça prend du temps de faire tout ce que vous faites? Ça ne prend pas vraiment du temps. C'est une question d'organisation et de prévision, en fait. C'est comme faire la cuisine. Alors, c'est quoi votre semaine typique? Et quel temps vous trouvez pour faire tout ça? Expliquez-nous. Alors, aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que je suis consommatrice éco-responsable. Et mes journées du samedi, en fait, sont dédiées à cela. Dédiées à mes courses. On va dire 2 samedis dans le mois, ça me suffit pleinement pour faire les prévisions de ma famille. C'est intéressant. Alors, on va découvrir avec qu'elle fabrique elle-même à la maison. Vous faites quoi? On sait que vous faites du dentifrice. D'accord. Quoi d'autre? Du dentifrice, de la crème après rasage pour mon compagnon, du déodorant pour tout le monde. Quoi d'autre? Tout ce qu'on peut imaginer qui existe dans le rayon droguerie du supermarché, je le fais moi-même chez moi. Après, je ne suis pas cuisinière. Mon compagnon qui fait tout ce qui est mayonnaise, ketchup, etc. Donc nous, on essaie de limiter au maximum tout ce qui est achat pour justement réduire notre quantité de déchets. Alors, concrètement, vous dites que le dentifrice, c'est pareil en matière de goût, en matière d'efficacité, que ce qu'on trouve en tube. Expliquez-nous, comment c'est possible? Alors, c'est pareil dans la mesure où, pour ceux qui aiment les dentifrices à base de menthe, tu as l'hydrolat de menthe, tu as l'huile essentielle de menthe. En fait, comme j'ai dit dans le reportage, il ne faut pas regarder le visuel. Il faut regarder l'importance que cela aura sur ta santé, l'impact que ces composants-là auront sur notre santé, en fait. Alors, c'est facile de s'approvisionner? Aujourd'hui, à Abidjan, il n'y a que 2 boutiques. Une boutique en ligne et une boutique dans une grande surface à Abidjan. Facile, oui et non. Parce que certains produits, pour mon cas, certains produits, je les fais venir de l'étranger. Mais pour certains, pour d'autres, comme par exemple le bicarbonate de soude, qui est un produit passe-partout, lui, on le trouve facilement en grande surface. Alors, Rosanne, vous faites ça aussi? Je ne prétendrai pas faire pareil. Je n'ai pas encore l'expérience pour fabriquer mon dentifrice ou bien mon déodorant. Dieu j'aimerais bien. Vous avez une voisine qui a développé 12 mois d'expérience en la matière. Alors vous, par contre, vous faites quelque chose qu'on appelle moi, je trie. Oui. Donc ça veut dire à la fois que je fais du tri, mais ça veut dire également que je joue à faire du tri. Voilà, expliquez-nous de quoi il s'agit. Moi, je trie, c'est une éducation environnementale. C'est vraiment enseigner ou apprendre aux jeunes générations et même aux adultes comment est-ce qu'on peut développer des gestes éco-citoyens pour protéger en fait son environnement. Donc, comme vous l'aviez bien signifié, c'est qu'on fait du tri et on fait du tri aussi en jouant. Pourquoi moi je trie? C'est que aujourd'hui on apprend aux enfants à trier en leur demandant de ramener des déchets en fait à l'école. Et le fait pour eux de mettre le déchet dans le sac et aller à l'école, trouver le bac indiqué et le mettre à l'intérieur, c'est un jeu. Et on sait qu'on apprend mieux en jouant. Donc, alors, nous, on a envie de savoir comment ça se passe. Hein. Le gamin, il est à la maison, ils ont consommé diverses choses, et lui, il ramène ça à l'école. Ouais. Et les parents accompagnent les enfants. Oui. Aujourd'hui, force est de constater que pour acheter un petit bonbon à la boutique, le monsieur le met dans un sac plastique. Donc c'est le sac plastique que l'enfant doit ramener à l'école. Lorsque maman elle fait le lait le matin, la boîte de bonnet rouge en métal, l'enfant peut le ramener à l'école. Ou bien si il y a des vieux journaux que papa et maman n'utilisent pas, il y a des vieux cartons, ils peuvent le ramener à l'école. Et c'est un jeu parce que les grandes poubelles que nous mettons dans les établissements scolaires, il y a des affiches qui disent exactement quel déchet va dans quelle poubelle.
Alors, il faut quand même qu'on rappelle que les sachets plastiques sont interdits en Côte d'Ivoire, la production, la vente, et puis le fait de détenir même des sachets plastiques. Donc tout ça, c'est interdit. C'est peut-être important de le rappeler, et c'est peut-être aussi important de dire qu'ils ont donc raison de les ramener pour pouvoir les mettre dans le bon endroit pour pas que ça pollue la nature. Oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est important aujourd'hui? Parce que on est en train de migrer dans une autre façon de voir la consommation, le rôle des consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous incluez cette dimension responsable, éco, de votre approche en tant que défenseur des droits des consommateurs? Vous savez, j'avoue que en voyant ces deux dames sur le plateau, c'est une immense joie. Pourquoi? Parce que ce qu'elle fait déjà, c'est à saluer. Il faut noter que c'est depuis tout petit qu'on doit apprendre à l'enfant à se comporter. Tout ce que nous constatons dans la société prend sa source depuis l'enfance. Donc ce qu'elles sont en train de faire concernant je trie, c'est pour simplement dire à l'enfant que tout ce que tu consommes, il faut le mettre dans les bacs à poubelle. Parce qu'il y a des grandes personnes qui n'arrivent pas à avoir ce réflexe, ce n'est pas de leur faute. Parce que tout petit, on l'a habitué à jeter n'importe où, n'importe comment. Donc c'est déjà à saluer. Chacun de nous doit s'imprégner de leur expérience pour que chaque parent, depuis la maison, doit commencer à mettre en application. Moi, je trie. Chaque parent. Est-ce que les parents vous accompagnent? Est-ce que les enfants ont changé? Les parents nous accompagnent. Aujourd'hui, c'est 64 000 enfants sensibilisés en Côte d'Ivoire et au Togo. C'est 30 000 ménages qui sont sensibilisés au tri, qui nous interpellent toutefois, qui nous retrouvent dans les rues pour nous accompagner dans notre mission. Les parents jouent le jeu parce que désormais, c'est plus les enfants qui obligent les parents à récupérer les déchets qu'on pourrait mettre à la poubelle ou que les parents jetteraient en fait dehors. C'est les parents même qui donnent les déchets aux enfants pour les ramener à l'école. Et je suis bien d'accord à dire que l'éducation part à la base. Aujourd'hui, force est de constater que les adultes n'ont pas les réflexes primaires, ne pas jeter dans la rue. Toutefois qu'on interpelle un adulte sur cette question, il se sent vexé. Et s'il a reçu l'éducation, c'est sûr qu'il ne le fera pas. Alors j'ai une question aujourd'hui, je suis consommateur, je veux trier mes déchets, recycler mon plastique à Abidjan. Alors comment je fais? Qui est mieux placé que vous pour répondre? Carole, peut-être? Moi j'essaie d'éviter en fait, donc moi je réutilise tout. Je réutilise la bouteille d'huile, je réutilise tout en fait. Donc moi j'essaie vraiment d'éviter au maximum. Donc les poubelles sont vides? Pas totalement, mais en fait il y a 2-3 bacs à Abidjan où on peut rejeter les bouteilles d'eau minérale, par exemple. Elle brûle d'envie de répondre à cette question. Je la laisse. Alors, comment on fait? Déjà, il faut distinguer deux types de déchets. Il y a des déchets recyclables et des déchets organiques. Tout ce qui sera déchets recyclables, papier, plastique et métaux et verre. Aujourd'hui, je salue déjà l'Association ivoirienne des valorisations des plastiques. Moi, je trie, fais sa part en donnant cette éducation aux enfants. Nous avons 2 zones aujourd'hui qui sont Bingerville et Port-Boué, où dans chaque établissement scolaire, nous avons des bacs de tri. L'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition des bacs de tri dans toute la Côte d'Ivoire. On est d'accord, dans toute la Côte d'Ivoire, d'accord. On est d'accord qu'on est quand même au début du commencement et c'est très faible. Et puis après, il y a l'éducation. Moi, j'étais dans un pays étranger et j'ai vu différents bacs. Je dis, ah, Dieu merci, ici c'est organisé. Donc je me suis approché et j'ai vu là où c'était écrit organique, puis il y avait du plastique. Et là où c'était écrit plastique, il y avait des bananes. Donc je me suis dit, bon, même là, il faut quand même former. Ça s'impose, quoi, en fait. Oui. En fait, aujourd'hui, c'est une petite niche, les consommateurs responsables, Franck. Oui, c'est une petite niche, mais ça vient déjà. Une chose, c'est qu'au moins, il y a un commencement. Et avec la vulgarisation, chacun va s'y mettre et puis paf, ça prend de l'ampleur. Oui. Carole, est-ce que vous êtes prête à conduire votre voiture, arriver au plateau et à vous déplacer à vélo? Ça ne me dérangerait absolument pas. Et donc, on va passer le message à Andy Costa. Mesdames, messieurs, c'est comme ça que nous allons conclure cette émission. Nous vous disons merci infiniment. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez toujours retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, toujours Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais aussi aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1.